j'ai sorti la tête du guidon, même si je la remets un peu de temps en temps. Donc c'est pour ça que je tiens à continuer à fréquenter la rue. Parce que je veux pas perdre pied. Donc voilà, je veux continuer à voir les gens qui sont toujours en galère le plus souvent possible. Dans Parcours, nous continuons d'écouter le récit de David au micro de Clémentine Métainier. David est engagé dans plusieurs collectifs de lutte contre le sans-abrisme entre Lyon et Grenoble. Il a fait de ses années à vivre à la rue une force qui le pousse aujourd'hui à prendre soin des personnes à la rue et à essayer de faire changer le regard que l'on porte sur elles. Dans ce second volet, David raconte comment il est sorti de la rue sans tout à fait en sortir et de son rôle de passeur entre le monde du travail social et celui du sans-abrisme. Oui, je t'ai envoyé le petit message de Julie. Nous avons laissé David en haut de la colline de Fourvière, à Lyon. C'est là que nous le retrouvons pour qu'il raconte sa descente progressive. Ouais, bah là je suis avec Clémentine, là. On descend de la colline de Fourvière avec Clémentine. À mesure qu'il est descendu, il s'est rapproché des autres, et des travailleurs sociaux en particulier. Ça va toi sinon ? Après le confinement, il se rapproche d'un accueil de jour en ville, accompagné d'un collègue qui va y boire son café. David précise, il n'y met jamais les pieds, il passe devant, il appréhende les lieux. Et puis petit à petit, questionnant les pratiques des travailleurs sociaux, il décide de se placer entre eux et le public de la rue. Il y a eu aussi un rapprochement avec des gens du SAMU social qui étaient toujours en contact avec moi quand même, qui venaient me voir, notamment une personne qui a quitté le SAMU depuis, avec qui je pouvais avoir des conversations qui n'avaient rien à voir avec ma situation, donc c'était cool. Voilà. Quand j'ai eu en plus des soucis de santé, voilà, je me suis retourné vers lui. Alors moi j'étais en train de faire une phlébite dans ma grotte et je connais les problèmes cardiovasculaires, je sais que ça peut être grave, donc voilà, je suis allé à l'hôpital et j'ai commencé à faire des démarches pour avoir des papiers, etc., avoir plus de contacts avec des travailleurs sociaux. Et donc à un moment donné on parle quand même. Que moi j'étais très réticent vis-à-vis des travailleurs sociaux. Et voilà, après petit bout par petit bout, et puis du coup je m'intéresse à ce qui se passe dans les différents lieux. Alors oui, vous travaillez comme ça, mais eux là-bas c'est pas pareil. Oui, mais nous on sait pas faire ça, donc on fait pas. Alors oui, j'avais déjà commencé à faire de la distribution alimentaire, alors avec tout ce que ça comporte comme inégalité ou quoi que ce soit, quoi. C'est difficile d'être complètement à mon petit niveau, voilà, je me rendais déjà compte que c'était quand même pas simple de faire en sorte que tout le monde puisse être ok, quoi, avoir ce dont il a besoin, et à mon petit niveau j'avais déjà ce point de vue. Et vous disiez presque au début de l'entretien, vous me disiez, moi au début j'ai vraiment refusé les mains tendues. Oui. C'est comment de se retrouver un peu de l'autre côté, de tendre la main à la personne? Justement c'est intéressant parce que déjà on ne tend pas forcément la main, on discute. Moi, je tends pas la main, je dis pas t'as besoin de quelque chose, je discute avec les personnes. À un moment donné, je peux faire une proposition au bout d'un certain temps, c'est tout, si tu veux. Moi, je connais 2-3 trucs. Tu me dis, ou si je connais pas, je me renseignerai, j'aurai l'info, t'inquiète, quoi. Mais je brusque pas les gens, jamais. Mais après ça, il y a quand même des travailleurs sociaux qui le font assez bien aussi. Enfin, c'est pour ça que je suis arrivé là, parce que j'ai pas été brusqué. Donc oui, ça c'est... Mais peut-être de l'avoir vécu, on est un peu plus sensible encore à ça, mais ouais. Elle vient d'où votre âme sociale, David ? Je sais pas. Une générosité globale, j'ai toujours eu, ça c'est sûr. Mais là, je suis plus attentif aux gens, ouais, peut-être. Ouais. Vous l'êtes plus qu'avant ? Ouais. Parce que j'ai sorti la tête du guidon, même si je la remets un peu de temps en temps, donc c'est pour ça que je tiens à continuer à fréquenter la rue. Parce que je veux pas perdre pied, je veux pas me retrouver institutionnalisé, voilà. Voilà, je veux continuer à voir les gens qui sont toujours en galère le plus souvent possible. Prenant un peu de recul sur leur situation, mais en essayant de la vivre un petit peu avec eux quand même.
Parce que ouais, j'ai vraiment peur de perdre ça. Et du coup de me retrouver comme n'importe quel autre travailleur social ou chercheur universitaire ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. C'est une crainte que j'ai. J'espère que je vais la maintenir, cette crainte, ouais. Cette crainte dont parle David, c'est par exemple celle d'être logé quand d'autres ne le sont pas. À l'hiver 2022, pour appréhender le retour dans un appartement et par preuve de confiance, une assistante sociale lui propose d'investir un logement de 3 appartements mis à disposition par un particulier. La grotte devient moins rassurante, c'est le moment de tenter. Allez, direction. Premier étage. Une semaine plus tard, je retrouve David à Grenoble. Cette fois, il s'agit de le rencontrer dans son présent. Il ne dort plus dehors, mais il pratique encore la rue, comme il aime le dire. C'est moi. Il n'a pas souhaité me donner rendez-vous dans son logement à Lyon, mais dans celui d'une amie qui lui est chère. Prêt ? Voilà, on vient d'entrer dans un petit appartement. Donc, j'en conclus que ça n'est pas le vôtre. Vous m'avez dit c'est l'appartement de Claire. Mais pourquoi, au moment où on a commencé à parler du retour à un appartement, de la sortie de la rue, pourquoi vous m'avez dit je ne veux pas vous accueillir chez moi à Lyon ? Et pourquoi ? Parce que je m'y sens pas trop à l'aise. Pour moi, c'est vraiment juste un lieu de répit pour la nuit. Je l'ai pas vraiment appréhendé, apprivoisé. Et surtout, j'ai priorisé d'autres choses dans ma vie que d'aménager cet espace-là. Plus mes engagements à côté. Et du coup, c'est plus que secondaire. Ça va assez loin dans la chaîne des priorités. Donc un hébergement plus qu'un logement aujourd'hui ? Oui, un lieu sûr pour entreposer des affaires. Voilà. Un box aurait pu faire l'affaire, quelque part. Est-ce qu'on parle de la sortie de la rue quand on trouve un logement ? Eh ben pas vraiment, parce que en plus j'ai pas vraiment quitté la rue, au sens propre. Hein. J'ai un endroit, mais comme j'en avais un avant qui était une grotte, mais je pratique encore la rue. Non, la rue, finalement, ce qui me faisait assez peur de quitter la rue. Si j'avais si j'avais pas autant d'implications dans ces collectifs, si j'étais pas aussi motivé pour soutenir les personnes en galère, je pense que j'aurais des difficultés à vivre en appartement. Ouais. Mais comme j'y vis assez peu grâce à ça, c'est cool. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous arrivez dans cet appartement avec du coup quoi ? Quelques sacs à peine ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? Alors, il se trouve que cet appartement était à moins d'1 kilomètre de ma grotte. J'ai pu y laisser beaucoup d'affaires. Et en plus, la grotte, je l'ai laissée à un camarade en qui j'avais confiance, qui depuis quelque temps déjà dormait devant dans sa tente. Donc oui, j'ai pu voyager assez léger. Et puis j'ai participé à l'aménagement des appartements, parce que du coup avec l'association qui aménageait les locaux, j'ai monté les meubles, je suis allé chercher des lits qu'ils avaient dans des entrepôts, etc. Voilà, je me suis montré disponible pour ça aussi. Ouais. Vous vous souvenez de la première nuit ? Qu'est-ce que ça fait de dormir dans un lit Alors la première nuit où j'ai eu les clés, j'ai dormi dehors. Je crois bien, ouais, en plus. Ouais. Je suis pas rentré chez moi alors. Pourquoi ? Les circonstances, c'était pas forcément, mais peut-être que les circonstances m'arrangeaient bien. Après 10 ans de vie dehors, c'est très difficile de retourner dans un appartement ? Et oui, c'est vite étouffant. Ouais. C'est ça, et on a besoin de respirer. Donc vous êtes beaucoup dehors, vous continuez. C'est que la nuit finalement ? Ça devient un endroit. La nuit, mais les fenêtres ouvertes, même l'hiver, hein, quand même. Parce que le silence est dur ? Oui, bien sûr. Quand on dort, enfin même quand on est en appartement, il y a toujours des bruits, mais c'est pas les mêmes. On a besoin des bruits extérieurs un peu. Bon, là maintenant, ça va mieux de ce côté-là quand même. La preuve, j'arrive à dormir chez une amie avec les fenêtres fermées. Depuis qu'on parle de l'appartement là,
Vous avez croisé vos bras sur le corps. Ouais. Comme si vous vous protégiez de quelque chose. Mais C'est difficile à raconter ? Oui. C'est pas... C'est des choses que j'ai vécues sans les retenir vraiment. Ouais. En tout cas, cette espèce d'appartement partagé, oui, c'était pas simple parce que moi j'ai dû gérer pas mal de conflits malgré moi. C'est un peu compliqué, même si c'était intéressant. Et puis voilà, après, aujourd'hui, maintenant j'ai mon logement que j'habite pas vraiment, donc je saurais pas trop. Oui, c'est pas quelque chose d'important peut-être aussi. Absolument, c'est ça. C'est pas du tout important pour moi, vraiment pas. La question du travail, en fait, dans tout ça. Ah, la question du travail. En fait, moi, j'estime que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est équivalent d'un travail. Enfin, l'important pour moi, c'est d'avoir des occupations au quotidien. Et évidemment, si ça peut être rémunéré parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, c'est bien. Mais voilà, moi, c'est mon rapport au travail, il est que là. Moi, j'ai besoin d'avoir des activités qui me plaisent. Voilà, je voudrais pas que ce soit conditionné à un travail alimentaire, alors que je fais déjà pas mal de choses plutôt chouettes. Donc, vous ne travaillez pas aujourd'hui ? Alors, dans les choses que je fais, je peux être rémunéré parfois. Oui, parce qu'on dit travailler égale rémunération. Mais vous, ce que vous dites, c'est que la valeur travail peut être aussi au-delà de ça, en fait. C'est ça, tout à fait. Pour moi, ça implique pas forcément une rémunération, mais on a besoin de vivre. Et effectivement, c'est là où parfois je suis en conflit avec mes valeurs, parce que je peux avoir besoin d'un peu plus d'argent parfois, mais je veux pas me lancer même si c'est des métiers que je connais, que j'ai aimé à une époque, la restauration, l'informatique ou peu importe. Le faire juste pour gagner de l'argent, non. Il faut que j'en ai envie. Donc aujourd'hui, vous vivez avec un RSA, ce qui veut dire moins de 500 € par mois ? Alors non, le RSA il est un peu plus élevé que ça pour une personne seule à la rue. Aujourd'hui, si j'étais encore à la rue, j'aurais environ 635 €. Comme j'ai un appartement, je suis à 100 € de moins, mais j'ai des frais en plus. Et dès qu'on essaye de travailler quelques heures, on perd encore du RSA pour avoir une prime d'activité qui n'est pas aussi élevée que la perte qu'on a. Okay. Donc la mécanique, elle nous maintient quand même un peu sous l'eau, je trouve. Et toute cette activité que vous avez, ces engagements, etc., ils sont tous liés à la problématique du sans-abrisme ? Oui, principalement, parce que c'est ce que je connais le mieux. Après, toutes les autres problématiques m'intéressent, mais très franchement, c'est vraiment le sans-abrisme. Et surtout, surtout changer l'image du sans-abri qui choisit de rester dehors. C'est pas que des mecs qui boivent des 8-6 sur un trottoir et qui tapent leur chien, loin de là. C'est ça, c'est-à-dire que continuer à prendre soin des gens qui restent dehors. Aujourd'hui, effectivement, la priorité, c'est d'héberger les gens à tout prix. Mais en plus, après, qu'est-ce qui se passe ? Il faut déjà un suivi parce que, effectivement, c'est dur à vivre de se retrouver entre quatre murs quand on a des années de rue. Il faut vraiment se poser la question si c'est ce qui est le mieux pour la personne. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la priorité. Loger les gens, et après, c'est bon, ils sont à l'abri. Comment se passe une journée type de David ? C'est comment ? Je crois que vous vous levez très très tôt pour comprendre un peu une journée. Voilà, une journée de travail, ça ressemble à quoi ? Et une journée de travail, alors on va se lever plutôt vers 5h, 5h30 du matin. Voilà. Je vais retrouver mes camarades après de la Brigade du Pain, donc notre collectif qui collecte des invendus en boulangerie, des boulangeries qu'on a comme partenaires, on s'arrange avec eux. Qu'on met à disposition dans plusieurs accueils de jour, 2 ou 3 aujourd'hui. Donc là, ça nous amène vers du 9h du matin par là, le temps de ramasser, de distribuer. Quelquefois, alors jusqu'à il y a peu, on restait un petit peu pour aider à préparer les petits déjeuners dans un des accueils de jour. Maintenant, on a un peu arrêté parce que ça prend beaucoup de temps.
J'en profite pour prendre une petite douche en général, parce qu'il n'y a pas de petites économies, voilà. Je me douche pas chez moi. Et oui. Et vous prenez le petit-déj où alors ? Alors le petit-déj, je le prends en cours de route, parce que moi je mange plutôt salé le matin, donc si on récupère des sandwichs en boulangerie, je me mange un sandwich le matin. Je prends un café dans un des accueils de jour, mais moi je mange pas sucré, donc... Ensuite, moi je vais m'installer dans un lieu où je peux travailler sur ordinateur ou passer des coups de fil, donc ça peut être une auberge de jeunesse à Lyon qui s'appelle le Flâneur, où il y a un bon wifi, où c'est plutôt ok si on ne consomme pas, voilà. Parce que s'il faut se payer un café tous les jours juste pour trouver un poste pour travailler, ou sinon l'agence régionale de la fondation, qui s'appelle jusqu'ici Fondation Abbé Pierre. Parce que ils soutiennent notamment pas mal de collectifs dans lesquels je suis impliqué, donc notamment les street reporters, donc on est des personnes de la rue qui font des enquêtes auprès des structures de l'urgence sociale, des enquêtes qui après sont diffusées sur notre site en podcast audio. Ce n'est pas à l'hôpital, mais dans un café que les streets ont rencontré Martin, médecin à la permanence d'accès aux soins, la PASS, de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Accueillir, écouter et prodiguer des soins aux personnes en situation de grande précarité, un sacerdoce humaniste qui méritait une mise en lumière. Bon, alors, on va commencer les 3 petites questions. Donc là, nous sommes aujourd'hui avec la PASS. Là, c'est une association ? Association La PASS ? C'est pas une association, c'est un... Pour David, ce n'est qu'en se réunissant entre premiers concernés que la lutte contre le sans-abrisme peut avancer. C'est pourquoi, s'il vit à Lyon, Grenoble fait partie de son quotidien. Il vient plusieurs fois par semaine dans un endroit nommé le lieu des habitants. Alors ce lieu, initialement, c'est un lieu qui est animé par le Parlons-en, qui est un espace de débat entre habitants de la rue, de la ville, entre élus, etc., sur des thématiques qui concernent la précarité. Et il est aussi proposé, du coup, comme il y a un espace assez grand et il n'est pas occupé tous les jours par les débats, à d'autres collectifs qui agissent plutôt pour la précarité, ou en tout cas pour des personnes en galère. Voilà. Et oui, parce que ce lieu aussi a donné naissance à quelque chose qu'on appelle aujourd'hui Unipopia, qui est une sorte de réseau, d'espace d'échange entre collectifs, mais sur la France entière et même au-delà de la France. On a des collectifs belges aussi qui échangent avec nous sur toute situation de précarité, de galère, soit liée au logement, à l'alimentation, à plein de choses, à la santé, etc. L'idée, c'est de produire du savoir sur ce que les gens concernés, les gens qui agissent sans les institutions parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions, essayer de donner des traces de ce qu'on sait faire et puis aussi simplement s'entraider, se soutenir. Du 18 au 20 octobre dernier, les rencontres Unipopia se sont tenues à Grenoble, dans le lieu, avec pour thème « Prendre place ». Voilà les premiers mots de ce manifeste. Nous voulons retrouver les droits inhérents aux personnes humaines pour assurer notre dignité. Nous devons être associés aux décisions, être pris en compte dans nos propositions parce que c'est nous qui vivons les difficultés. Prendre la parole, prendre le micro, prendre les ondes, prendre la plume, prendre l'espace public. Comment trouver, revendiquer notre place dans une société qui ne nous écoute pas ? Comment prendre la place sans attendre qu'on nous la donne ? Aujourd'hui, David continue son combat sous toutes les formes. Il écrit, il fait de la radio, il prend part à des assemblées. Impossible pour lui de baisser les bras. Merci d'avoir écouté le parcours de David. Chaque mois, dans Parcours, nous vous emmenons à la rencontre d'hommes et de femmes qui, pour surmonter les difficultés, agissent ensemble. À notre micro, ils racontent cette solidarité qui les fait tenir debout. Abonnez-vous et découvrez les prochains épisodes.